Baie-Comeau sur la côte nord du Saint-Laurent. Une ville jeune, symbole de prospérité au sortir de la grande crise des années 30. Encore de nos jours, ce centre industriel existe pour et par l'industrie. Celle de l'aluminium, mais avant tout celle du papier qui lui a donné le jour. Une ville qui a connu un départ fulgurant, à nul autre pareil. Avez-vous déjà, à l'école ou en classe, quelque part, parlé d'histoire de Baie-Comeau? Oui. McCormick, c'est qui, ce monsieur-là? Fondateur. Le fondateur de Baie-Comeau. Il faisait quoi dans la vie? Il était quoi déjà? Journaliste. Oui. L'histoire de Baie-Comeau commence sur les champs de bataille français au cours du premier conflit. Co-éditeur de l'un des quotidiens les plus en vue des États-Unis, le colonel Robert McCormick achève son service. Malgré les horreurs de la guerre, ses pensées se tournent vers ses affaires qui l'attendent en Amérique. Le Chicago Tribune possède une usine de papier journal du côté canadien, à Thorold, sur le canal Welland. Sa filiale canadienne, l'Ontario Paper Company, a besoin d'un approvisionnement en bois soutenu et toujours croissant, puisque le tirage du journal ne cesse de croître. La fondation en 1919 du Daily News, qui deviendra le New York Daily, l'un des premiers tabloïds, amène les propriétaires du Tribune à chercher de nouveaux approvisionnements en bois. McCormick prend d'assaut la Côte-Nord. C'est là qu'il trouvera la ressource nécessaire à l'appétit croissant des rotatives américaines. La première forêt qu'il a réussi à acheter pour son usine, avant même de construire l'usine de Baie-Comeau, c'est la forêt de la rivière au Rocher, la Rocky River. Puis il va construire une ville qui s'appelle aujourd'hui pour quartier, qui s'appelait avant. C'est des vieux de Baie-Comeau, on s'en souvenir maintenant. Shelter Bay. Bon, OK, on oublie ça, là, sur la page. Puis après ça, il va acheter Franklin. En plus de la concession de Shelter Bay, site de la future ville de Port-Cartier, McCormick, au nom de l'Ontario Paper Company, obtient les droits sur d'immenses territoires le long de la rivière Franklin et en 1923, le long de la rivière Manicouagan. Le bail consenti par le gouvernement est assorti d'une condition et pas des moindres, celle d'y construire une usine de pulpe sur les bassins de la rivière Manicouagan ou de la rivière des Outardes. Les hommes du colonel vont commencer par se lancer dans la construction d'un barrage sur la rivière des Outardes. Compte tenu des besoins toujours grandissants, compte tenu des conditions avantageuses sur les droits de coupe, compte tenu des prix du papier journal qui ne peuvent faire autrement que monter, le colonel a maintenant d'autres plans. L'Ontario Paper Company ne va pas se contenter de construire une simple usine de pulpe. On annonce la construction d'une véritable usine de papier journal capable de produire jusqu'à 120 000 tonnes par année pour assouvir les besoins du New York Daily News. Qui plus est, on entend bien faire surgir sur cette côte aride une véritable ville moderne. Le projet de Baie-Comeau est lancé. Façonner une ville dans le granit, plusieurs croient que McCormick va y laisser sa chemise. Poussés par le désir de travailler au plus fort de la crise, les gens affluent de partout au Québec. Le chantier de Baie-Comeau va bourdonner d'activité. Interrompu depuis des années, on reprend les travaux de construction de la centrale sur la rivière aux Outardes, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest du site de la future ville. De la taïga va s'étirer sur près de 2 kilomètres le plus gigantesque serpent de bois et d'acier dans lequel circulera l'eau jusqu'aux turbines. Fabriquée en pin de Colombie d'un diamètre de 17 pieds, c'était la plus grosse conduite d'eau au monde pour l'époque. En plus de l'usine, la centrale doit répondre aux besoins en électricité de toute une communauté. C'est 2000, 3000 employés. Ça fait que c'est en pleine crise économique. C'est vraiment perçu comme c'est la Baie James de l'époque. Pendant que les équipes de bûcherons préparent le terrain, les arpenteurs découpent le tracé des rues sur ce qui n'est encore qu'un paysage de forêt et de rocs. Le plan prévoit des maisons pour les administrateurs, des quartiers résidentiels pour les employés, un centre commercial, un hôpital, un secteur réservé aux équipements scolaires et religieux. L'usine occupe le fond de la baie sur un ancien marais qu'il a fallu irriguer, tandis que la ville, comme telle, doit s'ériger sur les flancs d'une montagne qu'on appelle le Mont-Sec.
Le projet allait s'avérer l'un des plus grands programmes de construction au Canada à l'époque. De la terre de Caen, au creux d'une baie que l'on baptisera du nom d'un fils de la côte, le naturaliste Napoléon Alexandre Comeau, va surgir l'usine de papier la plus moderne, la plus rentable, la plus fiable en approvisionnement. Schmoun est important là-dedans, qui veut dire, tant qu'à faire une usine, faisons une grosse, c'est le meilleur placement qu'on peut faire en termes de rendement économique élémentaire. Notre pièce, ça va être mieux dépensée. Ça veut dire qu'on va construire une usine avec 2 machines à papier. Une usine à papier, c'est une machine à papier. C'est un truc qui produit 24 heures sur 24, un ruban continu, là. Puis on va faire deux machines à papier. C'est une grosse usine, c'est une des grosses au Québec à l'époque. C'est évidemment la plus moderne, elle vient juste d'être construite. On y met toutes les innovations imaginables, parce que c'est des gens qui avaient déjà une usine en Ontario, ceux qui connaissaient le métier. C'est qu'ils vont faire une très belle usine qui va rester longtemps une des usines les plus performantes au Québec. C'est 20-25 ans après qu'on va commencer à moderniser, puis à avoir une 3e et une 4e machine. Aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus gros, c'est tout changé, là. Mais la technologie de base était très bonne. La veille de Noël 1937, l'usine produit son premier rouleau de papier journal. Quelques semaines plus tard, en février, la première cargaison quitte le port de Baie-Comeau à destination de New York. McCormick vient de gagner son pari. Beaucoup plus discrète, la petite église anglicane Saint-Andrew-Saint-Georges cache elle aussi un véritable trésor légué par le colonel. Une œuvre qui révèle un côté plutôt surprenant de l'homme apparemment austère que fut McCormick. Un petit temple qui témoigne à sa façon d'une amitié hors de l'ordinaire entre l'un des hommes les plus puissants de son époque et un humble Amérindien de la Côte-Nord. Quand le monde voit ça, c'est unique, c'est exceptionnel. On a beaucoup d'animaux de la basse Côte-Nord, de la Côte-Nord. On a orignal, le saumon, les outards, un aigle, le loup, l'ours. Ce vitrail en soi est un livre d'histoire dont le héros, un montagnais de la côte, aurait sauvé la vie du colonel alors que celui-ci s'était égaré en forêt. Beaucoup de monde pense que c'est Joseph, mais non, c'est T-Bass qui a sauvé la vie de McCormick. Puis il a décidé de commémorer la vie de T-Bass dans ce vitrail-là. Quand on pense de l'Église, quand on pense de McCormick, on va penser aussi à T-Bass, parce qu'ils sont jumelés ensemble. Il y a un lien très fort. Puis c'est ça, il veut que le monde se rappelle de la contribution, pas de juste T-Bass, mais des montagnais qui étaient ici pour guider McCormick dans ses explorations. Une réelle amitié s'installe entre les deux hommes issus de mondes si différents. Dès 1915, McCormick et son ami T-Bass parcourent le territoire, explorent la concession de Shelter Bay. Dans le village devenu ville de Port-Cartier, l'histoire du riche Américain et de l'humble Amérindien continue d'intriguer. McCormick, pour lui, c'était l'homme qui lui avait sauvé la vie. Puis c'était un guide formidable. D'abord, il connaissait le bois comme sa main, le creux de sa main. Et McCormick a toujours eu un respect pour lui. Le colonel admire la sagesse et l'esprit de débrouillardise du guide indien. On ne sait trop qui des deux était le plus impressionné en présence de l'autre. À l'invitation de McCormick, le montagnais se rend même à Chicago, où il est reçu en grande pompe dans l'édifice du prestigieux Quotidien. Il en parlait, il en a toujours parlé, puis il y avait une expression qui disait toujours « comme ça de même » à tous les mots. Alors, il avait mangé comme ça de même dans des assiettes en or. C'était le sous-plat en or qui présentait l'assiette. Ça l'avait impressionné énormément. Visionnaire, conservateur, financier de l'école la plus dure, McCormick n'était ni ange ni démon. Son œuvre, la création de Baie-Comeau, répondait avant tout à des impératifs capitalistes. Son plus grand mérite est d'avoir osé créer une ville en pleine crise économique dans une contrée isolée, pratiquement coupée du reste du monde.
il était très conservateur comme approche. Lui, d'ailleurs, pour lui, le journal, c'était l'organe numéro 1 de la pensée individuelle, de la réussite américaine, puis ça, la citoyenneté. Puis dans ces nombreuses donations, il y en a une pour le citizenship, puis les choses sur la pensée américaine. Puis je suis sûr que s'il vivrait, il adorerait Bush. Quand il arrivait, je me rappelle le gérant le suivait d'un bord et de l'autre parce que McCormick était fouillé pas mal. Puis lui, il se fichait bien. Il n'était pas Chicago, là, il n'y avait pas de bodyguard ici, là, il se promenait. Puis à part de ça, il parlait français, il a appris à parler français pas mal. Jusqu'à un point, je me rappelle, il y avait une réception au manoir. Puis il avait uniquement parlé en français, puis il y a des Anglais qui étaient insultés de ça. Puis il a dit, vous ferez comme moi, là, vous parlez français. Ici, c'est une place française. J'ai été très heureux, puis qu'on a mené une sacrée belle vie.